Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui avec nous dans l'anniversaire de IRA Mauritanie en Belgique, qui a été créé en 2016. Et aujourd'hui, on fait 10 ans de la création de notre ASBL. Dans cette occasion et dans ce cadre, on organise ce colloque international qui réunit des avocats, des personnalités internationales, des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme et des militants de terrain, des personnalités de la diaspora. Et nous sommes très contents de vous accueillir tous aujourd'hui. Cette occasion, ça nous permet de regarder la situation et évaluer la situation en Mauritanie. Nous avons l'occasion d'accueillir parmi nous aujourd'hui le président Biram Dabé, président du IRA Mauritanie, le député Biram Dabé. Nous avons l'honneur aussi d'accueillir Alexis Desouaf, avocat. Nous avons l'honneur aussi d'accueillir Francesca de l'INPO. Nous avons l'honneur aussi d'accueillir parmi nous aujourd'hui aussi Dr Mohamed Dahan et le grand militant Ablaïba et le président de IRA Mauritanie Belgique, Outsidi Alioun. Je ne vais pas aller loin, on va aller vers l'essentiel. Si vous permettez, je veux donner la parole à notre président Biram Dabé pour nous faire le point sur les questions principales en Mauritanie. Monsieur le Président, vous avez la parole. Je remercie IRA Mauritanie en Belgique, son ancien président Judou Abdelwahab et l'actuel président Alien Sidi, qui nous ont conviés à cette rencontre importante. Je remercie aussi les invités de marque. Ici à ma droite, Francesca Festrin de l'organisation des MPO. Et à ma gauche, Alexis Zouave, qui est un avocat et qui est le président de la Fédération internationale des droits de l'homme en Belgique. Je souhaite aussi la bienvenue à Martin Schulz, qui est un activiste, un défenseur international des droits. Et nous sommes heureux et ravis d'accueillir Marie-Vonne Maïs, qui est la fondatrice avec d'autres collègues comme Judou de cette ASBL, IRA Mauritanie en Belgique. Je souhaite aussi la bienvenue à mon amie Tatiana, la directrice de Présentia, et qui est dans toute l'élite internationale pour les droits des plus humbles, personnes humbles en Mauritanie. Je ne peux pas oublier aussi la journaliste très engagée pour tout ce qui peut faire le bien à l'humanité. J'ai parlé de Laurence Dont, qui est là, qui a quitté Paris pour venir avec son compagnon, M. Sam, voilà, qui est là. Et ici, il y a des activistes et des militantes et des militants parmi la diaspora mauritanienne en Belgique. Mais aussi, il y a des membres de l'IRA qui ont quitté la Mauritanie uniquement pour assister à ce colloque. De prime abord, je voudrais un peu essayer de vous dresser de manière brève et s'accente la situation en Mauritanie. En Mauritanie, c'est un pays qui est connu par la survivance forte de l'esclavage. C'est l'actualité de la Mauritanie est rythmée, façonnée par l'esclavage. Parce que l'opposition la plus forte en Mauritanie, elle est dressée, debout, sur la défense des populations victimes d'esclavage. Et dans nos statistiques qu'on a pu faire depuis plusieurs années,
il y a 20% de la population mauritanienne qui sont encore esclaves. Quand je dis esclaves en Mauritanie, ce sont des gens qui restent propriété d'autres personnes et qui sont susceptibles, sur lesquels s'appliquent tous les attributs de la propriété privée. Donc, ils sont susceptibles d'être gagés, d'être loués, d'être cédés, d'être vendus. Ils travaillent sans repos, ils travaillent sans salaire, et souvent, ils sont des anonymes, comme être corvéable, malléable et corvéable à merci, dans la cellule familiale du Nord. La Mauritanie a toujours, à Keta, combattu de manière ouverte ou de manière sournoise ceux qui veulent émanciper les esclaves. Ceux qui détiennent le pouvoir en Mauritanie, les groupes dominants, ont fondé leur mode de vie sur l'esclavage, leur code d'honneur sur l'esclavage. Donc, ils ne peuvent pas travailler les travaux lourds, les travaux sous le soleil, les travaux manuels. Et ils ne peuvent même pas accepter, leur code d'honneur ne peut pas accepter qu'ils travaillent même les travaux ménagers de la maison, faire le ménage, faire la lessive. Et c'est pourquoi ils sont obligés de garder toujours de l'esclave. Et la Mauritanie a adopté une ligne diplomatique d'hypocrisie et de déni vis-à-vis de la communauté internationale. Donc la Mauritanie ratifie toutes les conventions internationales onusiennes sur l'esclavage, les conventions sous-régionales. Et malgré tout, la Mauritanie réprime toujours avec une violence inouïe ceux qui se dressent contre l'esclavage. Maintenant, nous assistons en prison, maintenant, il y a à peu près 10 personnes, 5 femmes et 5 hommes qui sont en prison en Mauritanie à cause de leur activisme contre l'esclavage. Le pouvoir mauritanien ne tolère plus maintenant que deux lanceuses d'arène, Léla Fatma et Rachida Saleh, sont en prison parce qu'elles ont alerté sur une situation gravissime d'une fillette de 11 ans, réduite vraiment à l'état d'animal, à l'état de bétail, dans une famille, dans un couple à Nouakchott. Et les activistes aussi, comme Abdallah Abou Diop, Haj El-Eid, Bournas Ahmed et Mohamed Wad Aliyat, qui sont les responsables de l'Irak, qui ont documenté les crimes d'esclavage sur la fillette de 11 ans, Noha. Ceux-ci aussi, à cause de cette documentation, ils sont allés en prison et sont passibles, autant les 4 hommes que les 2 femmes sont passibles de 10 ans de prison. Ils attendent leur jugement en prison depuis plusieurs mois. Ceci bien que la Mauritanie a des tribunaux sur l'esclavage, des tribunaux spéciaux pour l'esclavage, mais ces tribunaux n'ont jamais condamné les criminels d'esclavage, malgré les nombreuses affaires d'esclavage portées devant ces tribunaux par le soin de l'Iran Mauritanie et de SOS Esclaves. Bon, je voudrais vous informer que malgré tout, la Mauritanie est un bon élève pour l'Union européenne. Est un bon élève pour les pays occidentaux qui ont choisi la Mauritanie, qui la soutiennent, qui financent ses activités, qui financent tous les domaines vraiment de la gouvernance en Mauritanie. Mais c'est une gouvernance foncièrement esclavagiste, une gouvernance de corruption, une gouvernance de saccage de l'écologie et du système naturel en Mauritanie, notamment le système aquatique. On assiste malgré tout à un niveau de corruption élevé
un niveau de pollution élevé en Mauritanie, dans les mers comme dans la terre ferme, à travers l'exploitation des minerais d'or, de fer, de manganèse, de cuivre et de phosphate. Bon, il y a une dictature implacable maquillée en démocratie qui sévit en Mauritanie. Et le pouvoir mauritanien a eu même le culot à travers le président actuel, le général Ghazouani, et son ex-ambassadeur à Bruxelles, Abdallah Oulkeb. Ils ont eu le culot d'aller soudoyer par des centaines de milliers d'euros la commission des députés européens qui siègent à Bruxelles et qui sont chargés de la cellule du Parlement européen qui s'occupe du Moyen-Orient et du Maghreb. Le fameux Qatar Gate a caché un Mauritanie Gate qui a explosé au cours de l'enquête, et l'ambassadeur Yahya Oulkeb et le général Ghazouani, le président de la Mauritanie, ont versé des pots de vin par centaines de milliers à ces députés européens pour que ces derniers retirent le nom de Biram Daabeid sur les éventuels récipiendaires du prix Sakharov, 2 fois en 2019 et en 2020. L'enquête a fini par découvrir, l'enquête policière, ce scandale. Donc, des députés européens ont été punis, mais la partie mauritanienne, les corrupteurs n'ont pas été inquiétés jusqu'à maintenant. Et ce sont les États européens eux-mêmes, la justice européenne, qui ferment l'œil sur cette situation d'impunité qui implique les défis extrêmement graves aux institutions européennes. Donc, les 10 prisonniers de Hira, les premiers qui sont entrés en prison, ce sont les 2 lanceuses d'alerte et les 4 défenseurs des droits de l'homme, parce que les défenseurs ont renseigné sur la situation de l'esclavage et les défenseurs ont porté cette situation devant les tribunaux. Ce sont ces faits qui les ont amenés en prison parce que l'État mauritanien est allergique à tout ce qui peut vraiment lever le coin du voile sur la situation d'opprobre esclavagiste, un esclavage antique qui se vit encore en Mauritanie. Il y a aussi la jeune journaliste Warda Ahmed Suleiman, qui elle aussi a dénoncé la manière dont les militants d'Hira ont été attaqués avec une violence inouïe. Et ils ont l'un de ces, j'ai oublié l'un de ces défenseurs des droits de l'homme de Hira, qui n'a pas été arrêté, bien qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Il s'appelle Mohamed Laqwa Na'ma. Lors de l'attaque de la police, il gisait dans son sang, dans une mare de sang, parce qu'il était blessé, une blessure très très grave à la tête. Warda a crié pour dire qu'il est mort, qu'ils l'ont tué, et c'est à cause de ce cri d'alarme que la journaliste Warda a été transférée en prison, sans jugement, depuis plusieurs mois, depuis maintenant 7 mois. Voilà. Et elle a été torturée en prison par 6 hommes, un peloton de gardiens de la prison, tous des hommes, jusqu'à ce que sa genou a été cassé. Elle se soigne en prison, des soins qui ne sont pas du tout dignes de son nom, et elle souffre beaucoup en prison, autant elle et que les autres prisonniers. Mais après l'incarcération de Warda, les 2 députés, aussi membres de Hira, Mariam Cheikh Sambadjang et Qamous Salem Achour, ont prononcé des discours par voie WhatsApp contre
par voie WhatsApp contre l'état d'esclavage, de ségrégation et l'état d'apartheid en Mauritanie. Et surtout, elles ont dénoncé le fait que tous les prisonniers de Hira, dont la journaliste Warda, sont en prison à cause du déni de l'esclavage que l'État mauritanien veut soutenir. C'est pourquoi les deux députés aussi ont été arrêtés, elles ont disparu, l'une d'elles avec son bébé de 3 mois, elles ont disparu et après, elles ont atterri toutes les deux en prison et au bout de 2 semaines, elles ont été condamnées dans un jugement expéditif où il n'y a pas d'avocat à 4 années de prison. Ces 2 femmes qui ont été arrêtées avant même, sans que leur immunité parlementaire soit levée. Voilà. Donc voilà, je vous ai brossé la situation qui demande votre investissement, votre engagement, vous tous les membres de IRA, toutes les militantes et les militants de IRA sont fortement menacés en Mauritanie. Le pouvoir à carte blanche, vraiment, et les autorités mauritaniennes disent qu'étant donné qu'ils sont en très bons termes avec l'Union européenne, qu'ils n'ont pas de problème pour maintenant écraser et éradiquer définitivement le mouvement abolitionniste mauritanien. Il disait que le temps où l'Union européenne soutenait Biram, le président de l'Irak, par une résolution en 2014, 2015 ou 2014, je pense, qu'il était en prison, que ce temps est révolu, que maintenant le Parlement européen est à leur côté, les gouvernements européens sont à leur côté, et l'Europe maintenant n'a plus le temps vraiment de balayer devant la porte des autres, elle doit balayer devant ses propres portes. Et voilà, je vous informe, vous toutes et tous, défenseuses et défenseurs, je vous dis que le fil conducteur à l'oppression en Mauritanie, à l'arbitraire, c'est l'esclavage. Parce que le groupe dominant qui dirige en Mauritanie, qui domine en Mauritanie, il veut maintenir l'esclavage et le racisme d'État comme système de gouvernement. C'est ce qui nous amène à commenter vraiment la dernière résolution des Nations Unies sur l'esclavage atlantique qui a été votée le 25 mars aux Nations Unies et que les États africains, à travers le Ghana, ont présenté cette résolution qui condamne la traite atlantique. Voilà, nous, les militants anti-esclavagistes en Afrique et dans le monde arabe, nous sommes très déçus par cette résolution qui passe sous silence des esclavages majeurs qui continuent à sévir, et l'esclavage endogène en Afrique, l'esclavage interne en Afrique, et qui est beaucoup plus ancien et beaucoup plus impuni que la traite atlantique. On considère aussi que notre esclavage, aussi industriel que massif, l'esclavage arabo-musulman, la traite orientale, la traite arabo-musulmane, qui a saigné l'Afrique durant des siècles, durant 7 ou 8 siècles, de dizaines de millions d'Africains, qui représentent la somme de la grande diaspora des Noirs, des Africains, dans le monde arabo-musulman, à commencer par les pays de l'Afrique du Nord, en passant par le Moyen-Orient, l'Arabie, voilà, l'Iran, même la Palestine, assez noirs, qui sont invisibles, à qui on impose l'invisibilité totale, qui sont chosifiés. Dans la Palestine martyre, il y a les martyrs des martyrs. Faut compter avec ça, c'est la nature humaine. Faut compter avec les martyrs des martyrs. Être martyr ne donne pas carte blanche pour martyriser les autres. Je veux que ça se sache. En Iran, il y a la communauté noire à laquelle aussi une invisibilité est imposée. Jusqu'à l'Inde, tous les Yémen, l'Arabie Saoudite, le Koweït, ils ont tous leurs noirs, qui sont aussi maltraités, chosifiés, esclavagisés qu'en Mauritanie. Seulement en Mauritanie, nous avons développé la lutte avant ces gens. Mais ce qui est visible en Mauritanie,
que nous avons rendu visible grâce à votre soutien à vous tous n'est que la face visible de l'iceberg de l'oppression esclavagiste qui frappe les Noirs dans le monde arabo-musulman et qui reste couverte d'un silence coupable qui est vraiment, qui trouve sa source dans une solidarité tiers-mondiste, une solidarité interafricaine, inter-tiers-mondiste entre les Africains qui ont lutté pour l'indépendance, qui ont lutté contre l'apartheid, et leurs collègues arabo-musulmans, qui ont passé sous silence l'autre apartheid, l'apartheid arabo-musulman, que nous vivons en Mauritanie, qui se vit au Soudan, qui se vivait à Zanzibar, et qui se vit maintenant dans toutes les sociétés arabo-musulmanes. La perception de l'homme noir comme un sous-homme n'a pas été remise en cause. Il n'y a pas eu là-bas de siècle de lumière. Il n'y a pas eu de renaissance, ni de siècle de lumière, ni de révolution française, ni de révolution du travail dans notre monde arabo-musulman. Les droits restent méconnus. Les droits restent péjoratifs. C'est pourquoi notre lutte requiert vraiment l'insurrection morale en Europe, chez les Européens, chez les Américains, chez les musulmans de tous les coins du monde, chez les bouddhistes, chez toute l'humanité. C'est pourquoi nous, à Iran Mauritanie et à SOS Esclaves, les deux organisations leaders de la lutte contre l'esclavage en Mauritanie, on a produit une pétition critique de la résolution des Nations Unies sur l'esclavage, qui est une résolution qui est à rebours du négationnisme de deux autres esclavages majeurs, dont leurs conséquences, dont leurs fardeaux sont encore visibles et lourds, deux autres esclavages qui perdurent. L'esclavage endogène en Afrique, interafricain, et l'esclavage arabo-musulman. Nous appelons au discernement de la communauté internationale, à commencer par les journalistes, par les défenseurs des droits de l'homme, en Europe et ailleurs. Nous appelons au discernement des élus. Je voudrais que tous nos hôtes ici s'approprient ce document et on voudrait vraiment le loger dans un site à l'une des organisations qui sont nos hôtes ici. On loge la pétition dans ce site pour qu'il puisse être accessible à tout le monde, à toutes les personnes éprises de justice de par le monde. Nous, on ne peut pas la loger chez nous parce que c'est dangereux pour les organisations que nous sommes là-bas, les défenseurs que nous sommes là-bas, parce que nous pouvons être attaqués à n'importe quel moment et ces pétitions peuvent être utilisées comme élément de preuve pour condamner lourdement, voilà, les militants anti-esclavagistes. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, on donne la parole à Maître Alexis Desgeorges, avocat et président de la Fédération internationale des droits humains. Vous avez la parole. Merci, merci aux organisateurs, merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux d'être à vos côtés aujourd'hui pour parler
d'une question que je suis depuis longtemps, notamment grâce à vous, Madame, de près. La question des droits humains et surtout de l'esclavage en Mauritanie. Je parle aujourd'hui un peu en ma double qualité d'avocat en droit international et droits humains, mais aussi en tant que président de la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains. La FIDH compte 196 organisations de défense des droits humains dans le monde, dont en Mauritanie, évidemment, l'Association mauritanienne des droits de l'homme, l'AMDH. Et le mois dernier, pas plus tard que le mois dernier, la FIDH et l'AMDH ont tenu en Mauritanie une mission internationale de solidarité et de plaidoyer sur la situation des droits humains en Mauritanie. Et donc, nous y étions avec l'AMDH à Nouakchott du 16 au 23 mai. Cette mission s'est traduite par des échanges d'informations et d'expériences avec la société civile mauritanienne, ainsi que du plaidoyer auprès des autorités aussi et des institutions mauritaniennes, mais également, et je crois que c'est important, de contacts et de conversations derrière des portes fermées avec les diplomaties influentes en Mauritanie, donc les ambassades, en d'autres mots, qui représentent leur ministère, leur État et leur ministère des Affaires étrangères. Des partenaires internationaux présents à Nouakchott pour parler de cette situation. Évidemment, quand on parle de droits humains en Mauritanie, on parle surtout et beaucoup, pas seulement, mais de l'esclavage. Cette situation des droits humains est très préoccupante, malgré des réformes annoncées et vantées par le régime en place. Elle est marquée par cette persistance de l'esclavage par ascendance, des restrictions à la liberté d'expression et des violences policières. Nous avons également documenté des actes de torture en détention, des violences envers les migrants et des violences basées sur le genre. Alors, c'est un contexte très large de pression récurrente sur les défenseurs et défenseuses des droits humains qui sont engagés dans la lutte contre l'esclavage en Mauritanie, et en particulier, et on le sait évidemment, les membres de l'IRA. Bien que l'esclavage ait été aboli officiellement en 1981 et qualifié de crime contre l'humanité par la loi de 2015, des organisations internationales et la société civile continuent de documenter ces pratiques esclavagistes affectant principalement la communauté haratine. À cet égard, les victimes, militantes anti-esclavagistes et lanceurs et lanceuses d'alerte qui dénoncent ces faits sont régulièrement exposés à des représailles et des poursuites judiciaires par les autorités. Et la FIDH et la MDH sont très préoccupés par la condamnation et la détention arbitraire de mesdames Mariam Cheikh Dieng et Gamou Archour, les deux députés élus de l'Assemblée nationale dont vous faisiez état, Monsieur le Président, et militantes, qui sont des militantes abolitionnistes. Elles ont été arrêtées, donc, comme vous le savez, le 9 et 10 avril 2026, par le commissariat chargé de la lutte contre le terrorisme. Et c'est aussi quelque chose que nous observons à la FIDH et que nous dénonçons de longue date, c'est l'utilisation des législations antiterroristes pour s'attaquer aux défenseuses et défenseurs des droits humains. Et la Mauritanie ne fait pas exception à cette tendance qu'on observe dans d'autres pays, mais qui est à dénoncer chaque fois avec force. Donc, elles ont été arrêtées. Il n'y a pas eu de levée de leur immunité parlementaire, vous l'avez dit. Elles ont été inculpées pour diffusion de contenu portant atteinte aux symboles nationaux et de la cohésion nationale, diffamation, menace ou incitation à la violence. Et le tribunal de Nouakchott-Ouest les a condamnées le 4 mai à 4 ans de prison ferme, après une procédure qu'on pourrait qualifier sans peine d'expéditive. La justice leur reproche de qualifier le président de la République, et je le cite, de zéro, et de dragueur dans un live sur les réseaux sociaux. Alors, la liberté d'expression, c'est un droit, et la liberté d'expression n'est pas là pour protéger des propos consensuels, mais comme le dit la jurisprudence des juridictions internationales, et notamment la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les propos qui choquent, qui heurtent et qui blessent, et il n'y a que la vérité qui blesse, je rajouterai. Et donc ces propos sont couverts par la liberté d'expression. Les conditions de l'arrestation, notamment de Mariam Cheikh Dieng, on la dénonce, arrêtée avec son nourrisson de 3 mois, détenue à la prison de l'école de police. Madame Gamou Achour, détenue à la prison des femmes de Nouakchott.
sous grève de la faim entamée le 21 mai. D'après l'administration pénitentiaire, elles seraient détenues dans des conditions normales, ce que évidemment on ne peut pas croire n'ayant pas accès à leur détention. Leur avocat, maître Abderrahman Zerouk, a été arrêté à son cabinet le 4 mai, le jour du procès de ses deux clientes. Son cabinet a été perquisitionné, son téléphone saisi. Ces arrestations font suite à des propos faits sur les réseaux sociaux lors d'une émission en direct consacrée à l'affaire des deux députés et en réponse à une conférence de presse elle-même organisée par le parquet. Et donc le constat, c'est que le parquet du procureur peut organiser des conférences de presse et se prononcer sur une affaire en cours, mais quand la défense veut y répondre et exercer ses droits de la défense, on arrête l'avocat qui défend les personnes qui font l'objet de la procédure. Et donc ça ne va évidemment pas du tout. Il a été mis en garde à vue, inculpé pour atteinte à l'unité et à la cohésion nationale et diffusion de fausses informations dans le but d'influencer l'opinion publique par le 5e cabinet du tribunal Wilaya Nouakchott Ouest le 8 mai. Cette accusation de diffusion de fausses informations, c'est de nouveau aussi une accusation, j'ai envie de dire, un peu tarte à la crème qu'on retrouve dans différents pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs, mais toujours utilisée par des régimes autoritaires, par les personnes qui les critiquent. Parce qu'ils ont dans leur arsenal pénal cette prévention de propagation de faux bruits, souvent couplée d'ailleurs à l'infraction d'insultes à chef d'État. Et qui est donc utilisé par les tribunaux qui souvent malheureusement sont aux ordres du pouvoir, parce qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire, qui appliquent bien gentiment les dispositions légales et condamnent, j'ai envie de dire, le doigt sur la couture du pantalon pour faire plaisir ou se conformer aux instructions reçues du pouvoir exécutif des défenseurs et défenseuses des droits humains. Le front de défense de la défense, qui a été constitué d'une centaine d'avocats, a dénoncé la violation flagrante du droit à la défense et de l'indépendance de la profession d'avocat, où de nouveau on confond les avocats qui défendent à la cause qu'ils défendent, et donc c'est la profession d'avocat qui est mise en cause. Je suis revenu ce midi, figurez-vous, de Tunis, où il y a des procès organisés par le pouvoir contre des défenseuses et défenseurs des droits humains. J'y allais pour observer le procès de Sihem Ben Sedrin, défenseuse des droits humains, journaliste et présidente de l'instance Vérité et Dignité qui met en place la justice transitionnelle après la révolution en 2011. Si je raconte ça, c'est parce que là aussi, ce sont des procès organisés par le pouvoir pour s'attaquer aux défenseurs et où les avocats sont visés, mis en détention, et le barreau s'est mis en grève. Et donc hier, c'était une grève générale du barreau pour défendre son indépendance et arrêter d'être assimilé aux causes qu'il défend et à l'exercice du droit de la défense. Et donc on voit qu'en Mauritanie, c'est exactement la même problématique. Visiblement, ces autorités, ces régimes autoritaires se parlent entre eux et s'échangent, entre guillemets, leurs bonnes pratiques. Je veux pas être trop long parce qu'il y a d'autres orateurs. Monsieur le Président, vous évoquiez l'attitude de l'Union européenne, que moi, comme Européen, comme blanc européen, je peux me permettre de qualifier d'une attitude totalement hypocrite. L'Union européenne qui n'arrête pas de défendre nos valeurs européennes et même de faire la leçon aux autres parties du monde par rapport à ces valeurs européennes, mais qui est prêt à fermer les yeux et sacrifier ces valeurs quand il s'agit de nouer des contacts avec des régimes autoritaires comme la Mauritanie, quand il s'agit d'obtenir des politiques favorables à l'Union européenne, notamment sur la question migratoire, et de faire le sale boulot par le gouvernement mauritanien pour arrêter la remontée des migrants qui, par la Mauritanie et le Maroc, essaient ensuite de traverser la Mauritanie pour arriver vers l'Europe. Et donc ce revirement de l'Union européenne, où il y avait une reconnaissance de votre combat personnalisé à travers vous, mais à travers vous, évidemment, de toute votre organisation et de tous les défenseuses et défenseurs des droits humains. Et aujourd'hui, il y a une forme d'abandon sur l'autel de la réelle politique migratoire, où l'Union européenne est prête à vendre son âme pour un avantage sur des politiques touchant l'Union européenne. Honte sur eux, et je le dis. Et je terminerai en disant, et en vous partageant toute mon admiration, toute ma solidarité et tout mon soutien pour les défenseuses et défenseurs des droits humains
en Mauritanie, mais aussi celles et ceux en exil, parce qu'on sait aussi qu'il y a des phénomènes comme la répression transnationale qui visent celles et ceux qui sont en exil et qui continuent le combat de l'étranger. Et moi, en tant qu'avocat belge, défenseur des droits humains européens, qui ne risque pas grand-chose, je suis toujours très impressionné de voir celles et ceux qui prennent des risques, qui sont mis en prison, qui font l'objet de procédures et de procès qui sont des procès inéquitables pour défendre leurs idéaux de justice et cette valeur commune qu'on partage qui est la défense des droits humains de tout être humain, et en particulier des plus vulnérables, et celles et ceux qui sont réduits en esclavage font partie de cette catégorie des plus vulnérables que nous devons continuer à soutenir jusqu'à leur libération totale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. C'est vraiment un grand honneur pour nous de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Et on vous remercie pour tout ce que vous avez dit, parce que c'est vraiment la réalité. Nous sommes très très occupés par nos amis qui sont en prison, le prisonnier de l'honneur, le prisonnier de la liberté, le prisonnier de la justice. On rappelle Mariam Cheikh, Tamacho, le député Halal, et Abdallah Abou Diop, Haj Eid, et les femmes des autres aussi, les journalistes français et les autres. Donc, si vous permettez, on passe la parole à Madame Francesca, et elle va faire l'intervention en anglais, et Martin, si vous voulez bien faire la traduction après. Ok. Thank you, everyone. Je suis désolée, mais je ne parle pas très bien français. I'm here on behalf of the UNPO, the Unrepresented Nation and People Organization. It's an international organization that has been founded in 1991, and we represent communities lacking adequate voices in international forums, such as indigenous people, minorities, and other unrecognized territories. Among our members, IRA is one of our members and the principal representative for the Haratin community, and I'm pleased to be here along everyone. Mauritania abolished slavery in 1981 and criminalized it in 2007. Yet, the Haratin community is historically subjected to enslavement, and the largest community in Mauritanian society continue to live under condition of deep structural exclusion. Access to land, education, employment, and political representation remains profoundly unequal. Slavery persists in practice, transmitted across generations, falling hardest on women and children. The law exists, but it's not implemented. Those who speak about this are punished for it, and that is what I wanted to focus on today. In Mauritania today, peaceful marches are broken up by forces. Demonstrators are beaten in the street, and activists are arrested, and when others gather to demand their release, they are arrested too. A young journalist and a human rights defender, Warda Ahmed Suleiman, has been detained, subjected to physical and verbal abuse inside prison, and denied access to medical care. This is not a government struggling to uphold rights under difficult circumstances. This is a government that responds to demands for equality with systematic repression. Each time the abolitionist movement gains ground, the state answers with criminalization. Political party linked to Haratin representation face ban. Civil society actor face intimidation. The space for peaceful dissent is being deliberately closed. What makes this particularly grave is the impunity in which it happens. Violence against peaceful protesters goes uninvestigated. Detainees are held without accountability. The pattern has grown more pronounced since the beginning of the General Ghazouani's second term, and there is no sign that it will be self-corrected. The Haratin community and the activists of IRA have one demand: equal rights, equal protection, and the freedom to organize peacefully. Rights that Mauritania law has already guaranteed, but that the state refuses to apply.
Civil society gathered here as a role to play, keeping this situation visible, supporting calls for independent investigation and refusing to let the arrest of peaceful protesters to be normalized as a routine of law enforcement. The names of the detainees are known, the injuries are documented, the oppression is not hidden, and it is carried out openly. In this confidence, the international community will not respond with sufficient force or consistency to make it costly. UNPO stands here with the Harartin community and with the IRA, and we are grateful to be in a room full of others too. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Je vais lire en français. Ok. Monsieur le Président Biram David va lire le texte de Bon, je vais vous lire le texte de Francesca Feltrin, qu'elle a écrit au nom de l'Union des Nations non et Peuples non représentés, qui est l'organisation UNPO. Le titre du texte, c'est « L'oppression persistante de la communauté haratine en Mauritanie ». Merci de m'accueillir lors de cette importante réunion. Je suis ici au nom de l'UNPO, l'Organisation des Nations et des Peuples non représentés, une organisation internationale fondée en 1991 qui représente les communautés insuffisamment représentées dans les forums internationaux, peuples autochtones, minorités et territoires non reconnus. Parmi nos membres figure l'IRA, l'Initiative pour la résurgence abolitionniste en Mauritanie, le principal représentant de la communauté haratine, et je suis heureuse de me trouver ici à leur côté. La Mauritanie a aboli l'esclavage en 1981 et l'a criminalisé en 2007. Pourtant, les Haratines, la communauté historiquement soumise à l'esclavage et le groupe le plus important de la société mauritanienne, continuent de vivre dans des conditions de marginalisation structurelle profonde. L'accès à la terre, à l'éducation, à l'emploi, à la représentation politique reste profondément inégal. L'esclavage persiste dans les faits, transmis de génération en génération, touchant en premier lieu les femmes et les enfants. Les lois existent, leur application n'existe pas. Ceux qui dénoncent cette situation sont punis pour cela. Et c'est sur ce point que je souhaite me concentrer aujourd'hui. En Mauritanie, aujourd'hui, les marches pacifiques sont dispersées par la police. Les manifestants sont battus dans les rues. Des militants sont arrêtés lorsque d'autres se rassemblent pour exiger leur libération. Ils sont arrêtés à leur tour. Une jeune journaliste et défenseur des droits humains, Warda Ahmed Suleiman, a été détenue, soumise à des violences physiques et verbales au sein même de la prison et s'est vue refuser l'accès aux soins médicaux. Il ne s'agit pas d'un gouvernement qui peine à garantir les droits dans les circonstances difficiles. Il s'agit d'un gouvernement qui répond aux revendications d'égalité par une répression systématique. Chaque fois que le mouvement abolitionniste progresse, la réponse de l'État est la criminalisation. Les partis politiques liés à la représentation haratine font l'objet d'interdictions. Les acteurs de la société civile sont intimidés. L'espace pour la dissidence pacifique est délibérément réduit. Ce qui rend la situation particulièrement grave, c'est l'impunité avec laquelle tout cela se produit. Les violences contre les manifestants pacifiques ne font l'objet d'aucune enquête. Les détenus sont maintenus en détention sans aucune forme de responsabilité. Le phénomène s'est accentué depuis le début du second mandat du général Ghazouani et rien n'indique qu'il se corrigera de lui-même. La communauté haratine et les militants de l'IRA n'ont qu'une revendication, l'égalité des droits, l'égale protection de la loi et la liberté de s'organiser pacifiquement. Des droits que la loi mauritanienne garantit déjà et que l'État refuse d'appliquer. La société civile ici présente a un rôle à jouer, maintenir cette situation visible, soutenir les appels à des enquêtes indépendantes et refuser que l'arrestation des manifestants pacifiques soit normalisée comme une simple application de la loi.
Les noms des détenus sont connus, les blessures sont documentées, l'oppression n'est pas cachée, elle est exercée ouvertement dans la certitude que la communauté internationale ne réagira pas avec suffisamment de force ni de constance pour en faire payer le prix au gouvernement mauritanien. L'IMPO se tient aux côtés de la communauté haratine et de l'IRA et nous sommes reconnaissants de nous trouver dans une salle où d'autres partagent cet engagement. Ce qui importe désormais, c'est que cette solidarité se traduise en pression soutenue et que nous repartions d'ici avec un engagement commun. Agir. Je vous remercie. Maintenant, on donne la parole à M. Mohamed Jahan, coordinateur du pastorat à Nabor. Voilà. C'est le contraire. Et pour moi, j'ai un problème avec ce micro-là. Quand je le tiens, je ne concentre pas. Donc, je l'ai déposé ici, c'est bon? Oui, c'est bon. Je sais pas. Mes meilleures salutations pour vous tous, aux présidents, aux militants et militantes. Militants et militantes, et je vais faire mon intervention à deux parties. Une partie en arabe, car il y a un public arabophone qui nous suit maintenant à travers les réseaux sociaux. Et j'ai un document que j'ai intitulé l'État capturé. Je vais le distribuer. Il peut être un peu détaillé ou un peu long, mais je pense que le sujet, il mérite il mérite une nécessité. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وضعية حقوق الإنسان في البلد في حالة يرضى لها كباقي مجالات الحياة داخل البلد الموريتاني، وكل هذا يرجع إلى النظام السياسي الحاكم في موريتانيا. بالنسبة لموريتانيا لا يوجد فيها نظام سياسي بالمعنى الحديث، يوجد لدينا نظام قبلي، أي أن نخب القبائل من قبل الاستعمار وإلى اليوم هي المتحكمة في البلد، المتحكمة في السلطة، المتحكمة في الإدارة، والمتحكمة في الثروة، والمتحكمة في العسكر. قبل الاستقلال كان لدينا برلمان تديره فعلا فرنسا، لكن بعد الاستقلال كان طموح أبناء الوطن جامحا إلى ديكتاتورية، ومن هناك أسسنا للحزب الواحد، وبعد الحزب الواحد تلته الانقلابات. وفي فترة ولد الطائع فرضت فرنسا آنذاك ديمقراطية على الدول الإفريقية، وقد قام ولد الطائع بإنشاء دستور وترخيص أحزاب سياسية، وأيضا قام بإجراء انتخابات كانت شكلية إجرائية ولم تكن ديمقراطية أبدا. توالت الأنظمة السياسية، ولكنه خلق نوع من التوازن ليعادل به الحركات السياسية التي قضى عليها. كما أني أشير على أنه في التسعينات قضى أيضا على الإخوة الأفارقة الموريتانيين، أخرجهم من المؤسسة العسكرية إلى أحداث الثمانينات سنوات الجمر. كما أنه أيضا أخرجهم من المشهد السياسي، وأفرغ الإدارة منهم نتيجة تصفية حسابات معهم. أما الأحراطون فبقوا كتابعون للقبائل كما كانوا، أيضا كانوا عبيدا، لكنهم الآن وراء الأسياد، وراء القبيلة ومنتخب القبيلة. أتى بديمقراطية شكلية بحتة. تواصلت الأنظمة القبلية تحكم بماذا؟ بتوازن قبلي يقوم على ماذا؟ على قوى تقليدية قبلية، وبالجانب الآخر قوى قبلية تقدمية أو متحضرة، وهي التكنوقراط وضباط الجيش ورجال الأعمال. تواصلت إذا نحن أمام نظام قبلي هو المتحكم في البلد، تقريبا هو المتحكم في المشهد الديمقراطي السوري. لكن هذا النظام، نظام محمد القزواني، يعد من أسوأ الأنظمة القبلية التي حكمت هذا البلد، أي أنه يمكن وصفه بأنه نظام اختطف البلد ذرواته وشعبه من أجل خدمة جماعة قليلة جدا، وهي التي تم تحوير القوانين من أجل أن تكون في خدمتها وفي خدمة فسادها وفي خدمة نهب هذا البلد. حتى أن الشيء الموروث الوحيد أو
التركة الوحيدة التي لدينا من الأنظمة السابقة رغم أنها كانت ديمقراطيات زائفة ولم تكن حقيقية، كانت هناك مساحة من التعبير يعطيها مساحة من حرية التعبير يعطيها الدكتاتور، لأنه ينهب البلد يفسد في البلد، لكن يترك هذا الشعب يعبر عن آلامه وعن أناته وعن ضيمه وظلمه. لكن هذا النظام غريب جدا، لم يترك أي مساحة للتعبير وحرية التعبير، فأتى بقانون الرموز وقوانين جرائم السبرانية التي ضحاياها لا يعدون، ومن بينهم الإخوة الرفاق النائبتين الشجاعتين أحييهم من هنا مريم. وقاموا تصوروا معي أن مريم تم اختطافها مع ابنها الرضيع، والآن هي في سجن انفرادي، يعني أما قاموا بها مرض مزمن وتم سجنها مع لصوص أو أصحاب الحق العام. إذا نحن أمام نظام لا يكترث حتى للإنسانية، يضع السجناء أينما يحلو له، لأنه لا يخاف من أحد. منظومة دولية مشتغلة الآن بمشاكل العالم والشعب في سبات، لكنه سيستفيق على كارثة إن واصل هذا النظام في حكم هذا البلد. نرجع هنا إلى أن حتى النشطاء الموريتانيين الذين يعبرون عن آرائهم ورفضهم لهذا، اليوم الإنسان الموريتاني يتم منعه من التعبير عن الرفض، من التعبير عن آلامه، عن ما يعانيه عن يومه. ولذلك يتم كل يوم اقتياد العشرات، كل أسبوع من المدونين ومن أصحاب الآراء الحرة يتم اقتيادهم إلى ماذا؟ إلى مفوضية جرائم السبرانية. لماذا؟ على أي جرم؟ لأنهم عبروا عن رفضهم للفساد الموجود داخل بلدهم. إذا نحن أمام دولة بوليسية ونظام بوليسي يؤسس له محمد القزواني. بالمقابل محمد القزواني يشرع يوميا نظم جديدة، حتى قوانين جديدة من أجل خدمة سماسرته والمحيط والدائرة المحيط به والقبائل وأبناء القبائل المستفيدين من نظامه، من أحلافه القبلية ومن ندمائه وأصدقائه. تصوروا أن قانون الصفقات تم تغييره من أجل خدمة سماسرته. حتى قوانين المكافحة للفساد التي ضد الفساد تم أيضا تم تغييرها. كان بها أنه على كل برلماني أن يصرح بممتلكاته، على كل مسؤول أن يصرح بممتلكاته. اليوم شطب هذا، لأن من بين أصحابه وأقاربه من يمتلك أموال طائلة. نحن اليوم لا نعرف من المسؤول عن الشباك الموحد. لم يكتفي بنهب الثروة، بل يريدون نهب جيوب المواطنين. الشباك الموحد الآن مفروض على المواطنين سعر موحد لذهب يشتريه من لا نعرف من. نفس الشيء بالنسبة للمحروقات وفضيحة آدكس. إذا هذا النظام يتمادى، كما أن الانتخابات كانت إجرائية ولم تكن ديمقراطية أبدا، وزور على الرئيس النائب المحترم بيرام داو العبيد. هنا نأتي إلى الحق أقل حقوق الديمقراطية، وهي الأحزاب. الأحزاب الآن أصدروا لها قانون لا يقبله العقل، يفرض عليك أن تحصل على توقيع 5000 مواطن موريتاني، وهذا جمهور انتخابي كبير في موريتانيا جدا. كيف يمكن لإنسان لم ترخص له ممارسة السياسة أن يحصل على هذا الجمهور الكبير من أجل التوقيع له؟ هنا أبناء القبائل هم وحدهم عبر قبائلهم وعلاقاتهم الاجتماعية وعلاقات النسب يمكنهم الحصول على هذا الرقم الكبير. وزارة الداخلية تزود بعض الأحزاب ببيانات المواطنين من أجل أن يقدموا لوائح صورية، لكن الضحية الأولى في هذا هم أبناء الحراطين. لا يستطيعون هذا، لأنهم ماذا؟ لأنهم ليست لهم امتدادات قبلية، بالكاد تكون للواحد منهم أسرة أو أسرتين من أقاربه، بالتالي هم الملقي. هنا نأتي إلى أبناء الحراطين الذين ضحوا بالغالي والنفيس ومسارهم النضالي معروف، مثل بيرام داو العبيد الذي حصل على النتيجة الثانية لثلاث انتخابات رئاسية متواصلة، لم يرخصوا له حزبا، وهو الحاصل على أكثر من 200 وبشهادتهم 200 ألف موريتاني صوتوا له. إذا نحن أمام عبث حقيقي، أمام أن المواطنون يمنعون من التعبير، يمنعون من المشاركة السياسية. ولنقل مثلا سامباتشام، سياسي مخضرم، شيخ كبير، شارك في العديد من النضالات السياسية خلال مساره الحياتي، الآن أيضا يمنع لا لشيء، لأن آراءه تخالف آراء النظام. إذا النظام يريد منح هذه الأحزاب لجماعة معينة يمكنه التحكم فيها، وهي منه وهو منها. إذا موريتانيا الآن لا يمكن أن نتساءل لماذا وضعية حقوق الإنسان إلى هذه الدرجة. حتى محاكم العبودية التي قررت هذه الأنظمة وأقرت بوجود العبودية في موريتانيا الآن، المناضلون ضد العبودية يزج بهم في السجون. تصوروا معي وردة، امرأة حامل، قالت كلمة قد لم تتحقق منها،
وإن لم تتحقق منها حتى الآن لم تحاكم. إذا نحن أمام نظام قبلي يوظف القبائل من أجل ماذا؟ من أجل إفساد هذا البلد. الآن أطالب نخب القبائل بأن تقوم في قبائلها وأن تقوم في قبائلها من أجل رفض التبعية لهذا النظام، لأنه سائر بالبلد إلى الانفجار الكبير الذي لن تحمد عقباه. كما أننا ندعو المنظمات الدولية والمجتمع الدولي من أجل مواصلة العمل جنبا إلى جنب مع منظمات الحقوقية والأحزاب الحقيقية المعارضة وليست الأحزاب الصورية من أجل أن لا يستمر هذا النظام وأن يتوقف عن هذه الانتهاكات الكبيرة والجسيمة. والأخطر من كل هذا وستكون الخاتمة أن نظام القزواني الآن هو ذاهب إلى مأمورية ثالثة، ذاهب إلى تغيير الدستور، ذاهب إلى حكم موريتانيا 15 سنة قادمة، وهنا ستكون نهاية موريتانيا كدولة متماسكة وشعب موحد، لأن هذه السياسات سياسات الفساد وتأصيل تشريع الفساد عبر القوانين وعبر النظم الديمقراطية الغير حقيقية لن يأتي بخيرا لأي بلد. والبلدان معروفة بجوارنا مثل مالي، مثل النيجر، مثل تشاد، والتي تعيش نزاعات كبيرة جدا. إذا نظام الغزواني هو نظام يختطف موريتانيا وخطير جدا على هذا البلد. شكرا جزيلا. Je peux lire ça en français si vous voulez. Oui, oui. Ouais, ok. Il faut reconnaître que la démocratie, l'état de droit ainsi que le respect des droits et des libertés n'ont jamais constitué un véritable projet politique pour les élites tribales qui sont succédées au pouvoir en Mauritanie. Après le renversement du système du parti unique, le pays entrait dans une longue période de coups d'État militaires. Par suite, France a imposé au régime Maouia Ould Sidi Ahmed l'adoption du multipartisme. Une nouvelle constitution a été élaborée, des lois sur partis politiques ont été promulguées et des élections ont été organisées. Cependant, ces réformes sont restées largement formelles, car le pouvoir tribal a été réactivé à travers un système d'équilibre entre les forces tribales traditionnelles et les élites modernisées ici, des tribus dominant la richesse, l'administration et l'institution militaire. Ainsi, le système tribal a continué à diriger l'État. Dans les années 90, la population négro-mauritanienne ont été écartés de l'administration, de l'armée, de la vie politique, tandis que les Haratines sont restés dans une position de dépendance vis-à-vis des tribus auxquelles ils avaient historiquement été soumis. Malgré le changement de régime et les successions de coups d'État militaires, ce mode de gouvernement est demeure intact. Aujourd'hui, nous vivons la pire version de ce système tribal. Sous la présidence de Mohamed Ould Ghazouani, l'État mauritanien est devenu ce qu'un chercheur dans une étude réalisée par une institution académique occidentale a qualifié d'État capturé. Il s'agit d'un État dont les institutions, les lois, les mécanismes fonctionnent au service des intérêts privés d'un groupe restreint d'individus. Cette captation de l'État est renforcée et protégée par le cadre juridique lui-même. Les lois et les institutions sont mobilisées pour servir le président et les piliers de son régime, tandis que le peuple mauritanien est privé jusqu'à son droit de critique et de contestation. C'est dans cette logique qu'ont été adoptées les lois sur les symboles nationaux et les lois relatives à la cybercriminalité. Utilisées pour réduire au silence toute voix dissidente. Des centaines de personnes ont été les victimes. Quant à ceux qui refusent de soumettre à cette situation, ils choisissent souvent l'exil, empruntant les routes dangereuses à travers les forêts amazoniennes, zones frontières. Sous le mandat de Mohamed Ould Ghazouani, plus de 60 000 jeunes Mauritaniens
ont trouvé d'autres ici que quitter le pays. Le code de marché public a été conçu de manière à permettre aux cercles restreints qui contrôlent l'État monopoliser les marchés publics et de détourner les ressources publiques en toute impunité. De même, les lois censées lutter contre la corruption ont été élaborées de façon à rapporter les obligations de déclaration des patrimoines des responsables publics jusqu'à la fin du mandat des bénéficiaires du système de prédation économique et de la gabegie. Même le minimum symbolique des pratiques démocratiques n'a pas été épargné. De nouvelles dispositions ont été adoptées afin de faire la création des partis politiques reconnus un privilège réservé à un cercle limité et contrôlé. De nombreux obstacles ont été dressés devant les citoyens souhaités créer un parti politique. Parmi eux figure l'existence de recueillir les signatures de 5000 citoyens, un chiffre particulièrement élevé au regard du nombre d'électeurs dans le pays. Comment peut-on exiger d'un individu qu'il dispose déjà d'une large base populaire avant même d'être autorisé à exercer une activité politique? Dans le fait, cette condition est plus facile à remplir pour ceux qui bénéficient d'un accès privilège aux données administratives ou qui appartiennent à des tribus influentes disposant de vastes réseaux sociaux fondés sur les liens de parenté et d'appartenance tribale. Les Haratin, le groupe marginalisé, quand à eux rencontre d'importantes difficultés pour réunir un parrainage. Le plus étonnant encore, certaines personnalités ayant construit une véritable base populaire grâce à des années de militantisme et sacrifices se voient elles aussi refuser l'autorisation de créer leur propre parti. C'est notamment le cas du président Biram Da'abeid, arrivé à deuxième position lors de 3 élections présidentielles consécutives et qui demeure pourtant privé de la reconnaissance légale de son parti. On peut également citer Samba Cham, figure historique de l'opposition, qui reste lui aussi empêché de créer une formation politique reconnue. L'accumulation de politiques de marginalisation et d'exclusion menées par le régime à dominante tribale et engendré de profondes inégalités dans les représentations politiques ainsi que dans la répartition du pouvoir et des richesses, au point que certains observateurs considèrent la situation comme proche d'un système de ségrégation. Bien que les Haratin et les Afro-Mauritaniens ou les Négro-Mauritaniens représentent environ ou plus de 60% de la population du pays, ils ne détiennent qu'une faible partie de la richesse nationale, pas plus de 2%. Leur représentation ne dépasse pas 10% parmi les maires et les parlementaires, tandis qu'ils ne constitueraient moins de 1% des officiers de l'armée et des forces de sécurité, des magistrats, des médecins, des hommes d'affaires, des responsables et institutions religieuses, des enseignants et des infirmiers. Nous vivons aujourd'hui sous ce qui peut être décrit comme la forme la plus dangereuse du système tribal, un véritable État policier. Il s'agit d'un régime profondément répressif. Des députés sont emprisonnés
pour leur opinion sans respect des procédures d'élever leur immunité parlementaire. Les opposants et les militants des réseaux sociaux sont régulièrement poursuivis, incarcérés en raison de leur prise de position. Des journalistes, des blogueurs, des militants de la société civile font l'objet de poursuites répétées. La justice également accusée d'être utilisée. La justice est également accusée d'être utilisée contre les défenseurs des droits humains, notamment les militants du mouvement Iran-Mauritanie. En résumé, la Mauritanie connaît aujourd'hui l'une des manifestations les plus abouties de la captation de l'État par un petit groupe d'individus. Face à cette situation, les Mauritaniens ainsi que tous les défenseurs de la liberté et de la justice à travers le monde n'auraient qu'un seul choix, s'unir pour affronter ce système et œuvrer à son démantèlement. Cette confrontation devra être menée sur le long terme. Donc, devant le peuple mauritanien, comme devant la communauté internationale à laquelle appartient progressivement l'image d'un régime accusé d'être miné par la corruption, le blanchiment d'argent et la pratique clientéliste. Une telle bataille exige l'unité des efforts, la persévérance et une volonté constante de construire un État fondé sur la justice, la citoyenneté et la primauté du droit. Excusez-moi, je suis un arabophone. Je vous rappelle juste qu'on a encore une deuxième partie, donc on doit essayer d'aller vers l'essentiel et bien résumer parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps car il y a encore une deuxième partie avec d'autres intervenants qui sont ici aussi. Donc maintenant on donne la parole à M. Abdoulaye, responsable de la commission de la migration d'État, ancien prisonnier. Vous avez la parole à vous. Combien? Yo dungo sana. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Je vais intervenir en poulard et résumer en paix en hassanier. Le président va traduire brièvement. Moi, je suis le responsable de la commission d'immigration à l'organisation IRA. Maintenant, moi, je suis témoin, je suis ancien prisonnier. Quand on a dénoncé l'accord entre l'Union européenne et les autorités mauritaniennes sur un financement de 210 millions d'euros pour réprimer les migrants, surtout les migrants d'Afrique subsaharienne, on a dénoncé, on a tiré sur la sonnette de l'alarme pour dénoncer cette situation alarmante. La réponse des autorités, c'était de répressionner les militants des droits de l'homme et de les mettre en prison. Maintenant, je vais passer en poulard. Bandirabe, min kalam gay poulard. Sabu anglais halam, français halam, arabe halam. Min comme militant IRA. Avant IRA, mi wadi AMDH ma won duubi sappo e jeeɗiɗi. Wadi kam sokede, sabu mbimi ko Union européenne itti 210 millions d'euros hokki ɗum autorité ji mauritanienne pour ɓe kada laaɗe yaade, pour ɓe kada yimɓe ɓe jaade migration. Son ji yimɓe ɗanno goppa galleji men, goppa gese mumen, ko sabu leydi ndi waɗi toñange.
so neɗɗo ummimo dogui Mauritanie ari ɗo en leydi ndi waɗi toñangue ari ha ɗo yiilo kayitaji wiyama yo addu preuve firti ko kañum e hoore muɗum won yimɓe wonɓe ɗo joguiɓe kayitaji wiyoɓe ɗo Mauritanie ko état de droit ko ɗum haɗi heddiɓe hebde kayitaji so manifestation waɗi ɓe jeeya ko yimɓe 10 yimɓe 20 nden no diaspora joguino doole nde yimɓe fof ngarat manifestation doole diaspora doole opposant ji Mauritanie ko caggal leydi hande noon goto fof natte suudu mum nan jooɗi observateur uji ne ndaara manifestation waɗa ara ko yimɓe 10 ɓe so kaswani ay yimɓe ujunere ngara firti ko leydi mon ala probléme sa yi neɗɗo doga ha ara ha ɗo yirto ko jaam woppi galle muɗum woppi liggey muɗum woppi yummum e bamum woppi debbo muɗum ari ɗo henne addi ɗum ɗo ko tooña sa tooñano ko arata ɗo so wonti kadi aran ɗo cuuɗoɗa nder suudu so manifestation waɗi cuuɗoɗa nder suudu janggo ngara mbiya aɗa yiilo kayitaji so ƴeewoɓe nanɗo eɓe ƴeewa Facebook sa yimɓe maka uddi Facebook ma ɓe jiiye est ce que ka tooñaɗo walla tooñani guddita Facebook ma ala hay bindol cité manifestation ala hen a meeɗa nanguede a meeɗa fiyede a meeɗa riddede mbiya noon ya dañ kayitaji Allah addani toɓo ma yimɓe wonɓe caggal leydi ɓe ko kañumen gone leydi balɗi droit ko ɓen mbawi hokkude yimɓe wonɓe nder leydi ɓe doole sabu wonɓe nder leydi ɓe kaaɗo fof sokete kaaɗo fof fiyete kaaɗo fof yaltinete leydi min on joni duuɓi ma joni lebbi 7 ko Sénégal gonmi Sade Mauritanie waɗi noon so mi yehi toon mi tawtiyat Mariam Cheikh e Kamou Achour e Abdallah Abou Diop e warde min Tahmed Soulay Bonnas e Hammed Fadel e Lalla Fatma Rachid pourquoi ɓe tooña ɓe jittule toksel ene waɗa maccungel ko ɗum ɓe kaali ɓe nanga ɓe coka no gonmi AMDS ne meeɗa sokede ma gonmi irande cokani donc yimɓe wonɓe ɗo e Belgique wonɓe France wonɓe Allemagne ko ɓe mbawi hollude wonɓe gaaɓe wonde ko fenande woni to en ko ɓe mbawi manifestude par ce que woni koye leyɗele droit ko ɓe goni ɗo wawɓe haalde nanguetake piyetake donc wonɓe gaaɓe kañum poti tinnade ngara tawtore ko watte ko beele mbawa hokkude wonto doole kokko koyemumen doole ande ɗo waɗi ɓe dogde koɓe tooñaɓe leyɗele mabɓe donc min ko ɗo kaɗami waɗi amen sokede e fiyede e tooñede riddede ko ɗum waɗi wonɓe fof yaltude leydi moɗon hande so dokkama haqqe moɗon e SNIM so dokkama haqqe mon TASIA so dokkama haqqe mon MCM hay goto mo jottako ɗo saabu salaire uji MCM e TASIA woni sara yumma e bamma sa koreji ma ɓuuri ko jaɓeɗa ɗo ko aɗa waale métro ji kono wanma arde ga par ce que wonto ko ala barke ko barke woni ɗo kono kadi dogdoma ko toñani dogde ha daɗa kay ndima ko jeeya لأن نختصر شوي ولا ترجمة البريزيدنت الفرنسية بأن اخترت أورفين بولار موجه للشباب هون قلت أن نحن قلت أن أنا تم سجني في حركة إيران لأن قمنا بتنديد لكن لخارج المهاجرين يقدر أبناء موريتان من يمشوا من موريتان مشيهم ظلم ويجوا الدول فيهم القانون وني يخلق مظاهرة ما يشوف لمعارضة وني يخلق أي حدث أي نشاط المعارضة ما يشوف وعاقب ذاك يورطون دور نعاونهم في طاقة الناس اللي تعطي طاقة خرصهم لا يقول عنهم ما هم ولا مفدولهم هذا هارب من دولتهم حرب وظلم واضطهاد يبطل يشارك بأنشطة المعارضة لأن هون بلد القانون نحن نوابنا وشراويطهم موجودين في السجن ناس المسؤولة الحركات حقوقية موجودين في السجن رغم أن وزارة الداخلية اللي أعطتهم رخصة هم رقم 100 رقم 1 البلاتفورم فتر ما أرباحناهم ضرك نحن نقول للشباب اللي هون موجود في أوروبا كامل اللي منهم كامل هرب من دولتهم حرب وظلم واضطهاد ويتبرك نقول البيوت وعقب ذاك يمشي في جزيرة دور تواغر لوك ما هم راقدين ويعرفوا عليهم باركين في البيوت معنا عنهم ما هم مظلمة حد بظلم جلد بلد في الحرية يشارك في المظاهرات ويشارك في التنديد نيجي نقول لك افتح فيسبوك لو ما قد تكتب ما قد تكلم ما قد تظاهر واقف دور تواغط عندهم ما أنا عنك نيجي والقزواني هو شارع باريس منان من الناس ونخلق مظاهرات المعارضة وفي الله جد وأحمد دحان أنتم الآخرين باركين لا يقول لكم عندكم مشكلة في وطنكم فيه العافية ما عنكم يا الشباب اللي موجودين في الدول فيهم القانون يشاركوا في نشاطات المعارضة يشاركوا في تغيير البلد يشاركوا في تغيير عقليات والسلام عليكم ورحمة الله
Ablaïba, il est parmi la délégation de l'Iran Mauritanie qui est venue ici assister à cette importante manifestation, cette importante colloque. Lui-même, Ablaï, il est le responsable de l'immigration dans l'organisation IRA en Mauritanie. Parce que, comme vous le savez, là-bas, il y a eu des vagues vraiment de sévices, de violences, d'expropriation et d'expulsion des migrants de l'Afrique subsaharienne qui viennent en Mauritanie pour chercher le passage vers l'Europe. Il y a eu un pacte entre l'Union européenne et ceci depuis toujours. La Mauritanie est un point de passage des subsahariens qui partent vers l'Europe. Ça, c'est depuis toujours. Parce que la Mauritanie a une position très très proche des îles espagnoles et même des côtes espagnoles et italiennes et parfois françaises. Bon, et les Mauritaniens, les bateaux partent de Mauritanie, c'est le chemin le plus court pour aller en Europe. Bon, depuis toujours, la Mauritanie est une terre de passage de tous les Africains, mais l'Union européenne a fait un pacte il y a quelques années avec le gouvernement actuel du général Ghazouani. Et en contrepartie, je pense, de 225 millions d'euros. 225 millions. Bon, 210 ou 225, c'est pas très différent. En tout cas, c'est en contrepartie d'un montant, comme l'a signalé maintenant Maître Alexis tout à l'heure, le président de la FIDH. Le gouvernement mauritanien s'est engagé. Les Européens disent qu'il s'est engagé à trouver vraiment des solutions aux migrants pour les ramener chez eux. Et des solutions vraiment pour les maintenir en Mauritanie dans de bonnes conditions jusqu'à leur départ chez eux. Mais c'était tout à fait le contraire. C'était vraiment une guerre totale contre les pauvres immigrés, la maltraitance, la confiscation de leurs biens, de leur argent, la torture, la maltraitance en tout genre. Et voilà, l'Union européenne s'est dédouanée sur la Mauritanie. Ablaïba était le responsable de l'immigration et il a milité pour que les migrants qui sont sur le territoire mauritanien puissent être bien traités selon les normes. Et à cause de ça, il a été arrêté, torturé et condamné à 8 mois de prison. Et depuis lors, il est sorti, il n'est plus venu en Mauritanie, sauf s'il revient de manière cachée, parce qu'il est recherché, parce que lorsqu'il est sorti de prison, il a continué à militer, et la police mauritanienne est décidée maintenant, la police politique, à le prendre pour le recondamner de nouveau et le mettre en prison. Bon, il est venu du Sénégal. Il y a beaucoup de défenseurs des droits de l'homme mauritaniens, d'activistes mauritaniens qui ont fui la Mauritanie. Ils sont au Sénégal, ils sont dans les pays limitrophes, ou ils sont ici en Europe. Ce que M. Ba a voulu dire maintenant, il s'adressait à toute la jeunesse mauritanienne qui ont quitté la Mauritanie. Ils ont fui l'injustice, l'oppression et les horizons bouchés pour venir un peu partout en Europe, en Amérique, mais ici en Belgique, ils sont nombreux. Mais ils se cachent et ils essayent toujours de faire les yeux doux au pouvoir de peur qu'ils ne soient poursuivis. Et quand ici
le chef de l'État mauritanien vient ici, ils viennent tous pour lui montrer qu'ils sont gentils et qu'ils sont avec lui. Mais ici, c'est le territoire belge ou français ou allemand. Ils se ruent sur IRA pour dire on veut un témoignage que nous sommes opprimés, que nous sommes parmi vous, nous sommes vos militants. Mais Ablaye a dit non. Vous ne méritez rien, vous êtes des lâches. Dressez-vous contre le pouvoir. Exhibez-vous. Découvrez vos visages. Et affrontez le pouvoir en face. Étant donné que vous êtes là en Europe. Vous n'avez plus peur de représailles. Pourquoi continuer à se cacher? Non. Il a dit, IRA ne va pas faire pour vous de faux papiers pour dire que vous étiez opprimés, que vous êtes poursuivis, que vous êtes pourchassés, que vos vies sont en danger. Il faut que vous méritiez les témoignages en affrontant le pouvoir, en courant des risques, en prenant le risque. Voilà. Il s'adresse aux gens en Belgique et je pense que le message est passé parce qu'il a parlé dans les deux langues nationales les plus parlées, la langue hassania, l'arabe dialectal et la langue polar. Voilà. N'est-ce pas, Ablaye, c'est comme ça? Oui, oui. J'ai bien traduit. Ok. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer la parole au président de IRA Mauritanie-Belgique, M. Ali Ousseid Yahyoun. Et essayer d'être en résumé parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il y a encore une deuxième partie qui va intervenir. Voilà. Allez, vous avez la parole. Je salue tous les invités qui sont là dans la salle. Je les remercie beaucoup et on est content d'eux avec nous ici. Mais moi, je veux parler un peu à Hassania pour que le message vienne dans mon pays, pour que ceux qui sont dans mon pays l'entendent bien. Et l'honorable député et président d'IRA, il va vous traduire ça. السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أنشر رسالة من هنا تياها الأول وعد الحكومة الموريتانية وبعد ذلك للشعب الموريتاني المطحون. لا نقول لكم من هون أننا نحن هنا تياها واقفين ونتكلم عنه هذا الشعب اللي مظلوم والمطحون الممنوع من حقوقه. وهنا تياها لا ينطالبوا أولا طلق صراحة والسجناء الأبرياء المظلمة ما هم عدلين شي خاسر. الأولين منهم هاو نائبات قاموا أشور ومريم الشيخ جاي اللي عنده يشير عنده 4 أشهر مسجون معاه في مدرسة الشرطة. ما معاه حد لا تاتي بقسم مصطلح، ما معاه حد لا تاتي تسحم، ما معاه حد يعاونه إذا حست بشيء، ما معاه حد أعطيه أي كلمة تساعده بحبس اللي قاعدة فيه المظلومة فيه. مديون عليهم دي كاميرا يسرفيوهم، وإذا جاهم حد يسلموا عليهم يجي واقف بزرهم واحد من الشرطة والله واحد من الحرس، انت واقف بزرهم ياك يسمع ذاك اللي ينقال، ياك اللي لا ينطالهم والله لا يعدل مع ذاك الشخص. هاي رواية غير مقبولة، وطالبين من جميع المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية على أنها هذا النوع ما يلا تقبل. هاو سجناء حبسهم ظلمة، ويا الله لنا حبسهم ظلم، يا الله هم اللي ينطاهم حريتهم في الحبس، ويا الله إذا مرض منهم حد يا الله ينشال شرطة بحيلة نظيفة وحسنة إياك يجبر علاجه الصحيح الصح. ويا الله هم اللي ما يعودوا مديرة مع السجناء مهربين هاو الأدوية الخاسرة، وهاو اللي عملوا المخدرات، وهاو اللي ما نظموا شنو وعودوا مطلوسين عليهم، إياك تم يقولوا لهم الكلام الخاسر، وياك يهدوهم بالقتل ويهدوهم بكل شيء. هنا تياه سجناء آخرين هاو المبلغين وهاو مناضلين حقوق الإنسان اللي انسجنوا ظلم، هم هذو الدولة كرتها جماعة كاملة
هم ما تعرف ما قالوا شيء خاسر ولا قالوا شيء خاسر. يا غير ياك تسكت ذوك الناس الاخرين الضعاف اللي كانوا وراهم، ياك يقولوا لهم نحن حكمنا هؤلاء الناس اللي كانوا يتكلموا لم تلمنكم انتم وحاميم القانون، ما انكم حاكمكم لا انتم ولا حاكمكم. يا قاربنا يا الله وش قاعد يقول هذا؟ الشعب هو صوت على هؤلاء النواب وهو ولدانه بالبرلمان، ويا الله الشعب الموريتاني كامل يوقف قدام هاي الرواية الذهية. هاو النواب سجنوا اليوم حصانة وسجنوا وظلما لأن قالوا الحق. نحن رأينا هنا في أوروبا ما هون وزير أول ولا هون رئيس ما قالوا الكلام الخاسر ومنبط ويقال وين هو اللي معدل وين هو في السجن؟ راعي من السجن والشوارع. حكموا بالوقت الحالي لأنه قالوا هم لاش معدلنها، قالوا انكم عدلتوا الشيخات وعدلتوا كذا والله كلتوا حق حد اخر تصلون ثم ماشي. معناه ان احنا هوكشور موريتان لين ما نوقفوا قدام حقوقنا ولين ما نتكلموا ولين ما نوقفوا عن هؤلاء الناس اللي رايهم مسجنه ظلما وعدوانا ولا معطينهم شيء من حقهم، معناه ان نحن الاخرين جايين طالبينهم ولا ينقضوا علينا. يا الله ود الشعب الموريتاني الهب يعرف على ان هاي روايه لا يا الله يخليها ماشيه هكذا. ومن هون ما نقدر نطول بالجماعه قالت على انها هناك يا اخوتي الاخرين زالوا يتكلموا هون مولي ياسر من الناس اللي كانت فماتها تعذب وسجنت وبططت ودقدقت وكل شيء عدل لها بدها تتكلم مولي هناك اياها وتبرهن لكم عنك وهو مشهود عليك لو عدل لهم. جزاكم الله خيرا. بريزيدون بيرام يتكلم. Bon, le président de la Mauritanie Belgique, Ali Sidi. Président de la Mauritanie Belgique, Ali Sidi, a remercié les invités qui ont accepté de venir, qui ont accepté de parler. Il les remercie du fond du cœur et infiniment. Il considère qu'ils ont apporté leur apport est très 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 important et enrichissant pour cette rencontre. Il veut aussi s'adresser aussi en langue maternelle, sa langue maternelle, à ceux qui sont ici et ceux qui sont en Mauritanie. Il m'a demandé de traduire ce qu'il va dire. Il a dit que le plus important maintenant, c'est le soutien aux détenus. Les détenus qui sont arrêtés de manière hors la loi, de manière violente, de manière arbitraire, et qui sont soumis à un pouvoir qui ne connaît pas le droit, qui nie le droit, et qui nie l'humanité de ses victimes. C'est pourquoi le traitement réservé aux détenus, que ce soit les députés, les deux femmes, Mariam Achour et Kamou Achour et Mariam Sambadjan, et son nourrice, qui a été arrêté avec elle à l'âge de 3 mois, et qui vit dans la prison de Pilor, une prison dans laquelle Mariam est isolée avec son nourrisson. Les autres, Kamou Achour, la journaliste Warda, et les deux autres femmes, lanceuses d'alerte, sont mis avec les détenus de droit commun. Les femmes qui ont déjà commis des homicides, et les femmes qui s'adonnent à la drogue, les femmes, des détenus, femmes de grande délinquance. Et ils ont constaté que les lanceuses d'alerte, la députée et la journaliste subissent de la maltraitance qui est convenue avec les autorités pénitentiaires entre elles et les reprises de justice, les prisonnières endurcies qui sont là-bas. Bon, elles sont toujours en danger parce qu'elles subissent de la maltraitance. Et même physiquement aussi, elles sont attaquées par les autres détenus, sous le regard approbateur des gardiens de la prison. Ces mêmes gardiens qui ont agressé, torturé, jusqu'à casser sa jambe, la journaliste Warda.
Bon, Alioune incite les populations mauritaniennes vraiment d'opérer vraiment leur adhésion à la lutte pour le changement et de rompre avec la peur et avec la résignation. Et il a dit qu'il est obligé de parler, de tenir des propos courts, parce qu'il y a ici beaucoup de gens qui sont venus de Mauritanie, qui ont subi la torture, qui ont subi beaucoup de maltraitance, qui ont été détenus, et qui voudraient aussi s'exprimer devant cette assemblée. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. Maintenant, nous avons des invités d'honneur. Nous avons M. Kelly Mamadou, président de la Pays-Bas. M. Kelly, venez, s'il vous plaît. Bon, on change. On attend. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon, avant tout d'abord, je me présente. Voilà. Donc, assalamu alaikum. Avant tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Kelly Mamadou, militant à IRA Pays-Bas. C'est avec un très grand honneur d'être parmi vous. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à dire puisque tout a été dit. C'est tout simplement pour soutenir ce qu'on est en train de faire. On a fait beaucoup de choses. C'est pas maintenant. Ça fait des années qu'on est là. On a fait tout ensemble. Donc, tout seulement que je veux dire que les gens doivent continuer à militer, à dénoncer. Parce que là, si je parle, il y a beaucoup de choses qui a été dites. Donc, si je parle, je reviens en arrière. Tout seulement, c'est de vous encourager, de vous être très fort, de soutenir le président Biram, car on est derrière lui. Il nous inspire. Tout ce qu'on lui fait, on fait à l'inspiration de Biram. On est derrière lui. Donc, c'est ça seulement que je voulais dire. Donc, je parle beaucoup de choses à dire. Donc, et la lutte continue. Voilà. Merci, M. Kelly. Voilà, merci. Alors, nous avons les deux invités d'honneur. C'est Ahmad Djounde, président de Touche pas à ma nationalité. S'il vous plaît, Ahmad Djounde. Il est parti. Alors, il y a quelqu'un de Touche pas ici, pas ma nationalité ici. Oui, venez. Venez. Moi, je m'appelle Ahmad Djounde, chargé de communication. Donc, juste ko idde encourage yimɓe ɓe salminde arɓe ɗo ɓe fof comme no monsieur Ibrahima Daouda wi président ko haali ko et Ablaye Ba chargé de l'immigration yimɓe ne poti ɓeydude darde surtout wonɓe ɗo hennene e Belgique ɗo kam ko neɗɗo jola fof ne wawi haalde ne wawi donosde ne wawi wadde ko yiɗi wadde ko fof kadi surtout si yimɓe noddama ko wayno manifestation ngaji yimɓe ne poti vraiment arde daro kaala ko poti haalde ko par ce que probléme Mauritanie yimɓe fof ne gandi probléme gonɗo Mauritanie o ala fof majjuɗo caɗele gonɗo Mauritanie donc kala ɓalejo garɗo o wonko itti ɗum to leydi no Ablaye Ba wi ni addi ɗum ɗo ko caɗele itti ɗon yimɓe ko wasi dañde liberté d'expression démocratie ala racisme d'état fof no woni toon donc yimɓe ne poti tan tindade ne wasi dundade on calminama on jarama. Alors maintenant, on donne la parole à l'ex-présidente de la Mauritanie en Belgique, Madame Marie-Yvonne Mas. S'il vous plaît. Ouais. Vous venir ici? Voilà, voilà. Oh, je pense pas. Sans s'approcher.
Facile. Voilà. Ok. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je dois vous dire que je suis à la fois très émue et très honorée de participer à cet anniversaire. 10 ans de création de Iran, Mauritanie, Belgique, c'est quand même quelque chose qui doit se fêter. Il y a 10 ans, moi, je m'occupais des migrants, des sans-papiers, j'étais dans les occupations, je soutenais les grèves de la faim des migrants, et c'est dans une occupation que un migrant mauritanien m'a expliqué qu'il y avait l'esclavage par ascendance dans son pays, et qu'il y avait beaucoup de discrimination envers les Noirs, etc. Je dois vous avouer franchement que je ne l'ai pas cru, parce que je me disais qu'au XXIe siècle, c'était impossible que dans un pays, il y a encore cette pratique vraiment ancestrale de l'esclavage par ascendance. Et donc, quand j'ai été persuadée que ça existait vraiment, avec les militants ici, avec les militants qui ici militaient déjà, on s'est rencontrés et on est parvenu à décider de créer une association légale de droit belge en Belgique pour avoir la porte ouverte, voilà, sur l'opinion publique. Et c'est comme ça que j'ai été désignée première présidente de Iran, Mauritanie, Belgique. Je dois dire que je garde un excellent souvenir de cette période et je remercie tous ceux qui, à l'époque, m'ont fait confiance. Voilà. Et donc, aujourd'hui, quand on me demande, tiens, pourquoi tu t'occupes de la Mauritanie, c'est où, qu'est-ce qui se passe, etc., je dis en rigolant que c'est un Mauritanien qui m'a converti et qui s'appelait Koulibaly. Et je dis c'est Koulibaly qui m'a converti à l'Iran. Voilà. Alors je garde vraiment un excellent souvenir, notamment un souvenir, parce que je vais pas être très longue, lors d'une manifestation, il y a quelqu'un que je connaissais pas, et il a couru vers moi et il m'a donné un drapeau mauritanien que j'ai accepté. Je suis rentré avec. Je ne sais pas, il est peut-être ici parce que je le connais pas, mais j'ai toujours son drapeau qui est affiché dans mon bureau à la maison. Voilà. Bon, revenons au présent. Ça, c'était il y a 10 ans. Au présent, actuellement, je suis toujours les activités de Iran, Mauritanie, Belgique. Et dernièrement, j'ai vraiment été positivement, j'étais positive à l'idée et au fait que lors des récentes manifestations, il y avait les autres mouvements mauritaniens de la diaspora. Touche pas à ma nationalité, Sursaut démocratique populaire et Kevana. Et il y avait ces trois mouvements en même temps que l'IRA Belgique. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable, cette alliance. Bon, je suis belge. Notre devise, c'est l'union fait la force. Eh ben, je trouve que pour la Mauritanie, c'est ça aussi qui devrait fonctionner. Voilà. Voilà. Mais sinon, j'espère et je souhaite que dans 10 ans, donc une nouvelle décennie, il y ait de nouveau une initiative comme celle-ci qui est formidable, et qu'à ce moment-là, dans 10 ans, on pourra célébrer l'accession à la présidence de la Mauritanie du président Biram, qui est là, et surtout l'accession de la Mauritanie à un véritable État démocratique. Voilà, merci à vous et bonne continuation. Merci beaucoup Marie-Vonne. Si on vous demande s'il vous plaît de debout parce que Madame Leila, la présidente de femmes de l'État Mauritanie, donner quelque chose à Madame Marie-Vonne. Allez, vous pouvez aller avec Leila?
Merci Olivier, s'il vous plaît. Voilà, Olivier. S'il vous plaît, vous pouvez debout, s'il vous plaît, comme ça. Voilà, voilà. On vous demande toutes et tous de debout, parce que c'est un moment historique pour nous, parce qu'on veut vraiment honorer notre première présidente, Madame Marie-Vonne, parce que pour tout ce qu'elle a fait pour notre association, pour tout ce qu'elle a fait, pour tout ce qu'elle fera encore, et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui on est là avec ce colloque. Elle nous a beaucoup aidé pour ce moment. Et merci beaucoup. Nous prenons penser à toi et voilà. Merci. Photographe. Ouais, téléphone. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc, on va faire une pause et pour la deuxième partie, dans 10 minutes, on se trouve pour installer le deuxième.